Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Envergure, podcast 5 Star. Je suis avec Hugues et Emmanuel. Manu. Bonjour les gars. Salut à tous. Magnifique. On est ensemble pour parler de Dalton Knecht, joueur de Tennessee. Avant un peu de pub, il faut qu'on reste connecté. Pensez à nous. Venez visiter le site Envergure où les SR, les scouting reports commencent à s'empiler. Likez, aimez, étoilez nos contenus sur YouTube, sur les plateformes d'écoute, celles que vous aimez. Suivez les Twitch avec Hugues. Hugues, il y en a un qui se prépare bientôt, c'est ça? Ouais, bah moi tous les vendredis, je suis là pour la petite hebdo. On est bien, venez, on s'amuse bien et on fait des petits quiz à la fin. C'est mes gusta. C'est pas mal. Et puis, re-xer les X, retweeter les tweets. Venez nous suivre sur Twitter, il y a des petites vidéos, il y a des petites infos. Voilà. Dalton Knecht, pour vous, en 2-3 mots, qui est ce joueur, Hugues? On va parler ce soir d'un 3&D expérimenté. Et Manu, que penses-tu de ce joueur en 2-3 mots? Comment tu le présenterais? Expérimenté. Ok, pas mal. On est bien, on va pousser un peu plus loin la connaissance avec ce joueur de Tennessee. Hugues, tu voulais nous en dire un mot rapide? Bah oui, très rapidement. Alors parce qu'il y a Chef Manu, je vais limiter les vieilles blagues claquées. Je vous propose un petit 94 pieds très rapide. Où je vais vous donner 3 anecdotes sur le joueur. Il n'y en a qu'une seule qui est vraie et c'est le moment, si vous n'aimez pas les vieux jeux de mots, d'avancer la vidéo ou le podcast ou l'audio de 35 secondes à peu près. Messieurs, attention. C'est parti. Première anecdote sur ce joueur. Sa bande dessinée préférée, croyez-le bien, c'est Lucky Luke. Et pour moi, ça c'est une évidence. Dalton Knecht, deuxième anecdote, il y a un papa qui travaille chez Microsoft. D'ailleurs, il a bossé beaucoup sur la Xbox et c'est grâce à lui qu'on a le Kinect à qui il a donné son nom, tout simplement. Et puis la troisième anecdote sur ce garçon, c'est que entre le moment où il est sorti du lycée et le jour où vous écoutez ce podcast, il a pris plus de 25 centimètres. Voilà, ça, après vous vous débrouillez comme vous voulez, sur laquelle est vraie, lesquelles sont fausses, mais ça vous donne déjà quelques infos sur le garçon. C'est pas mal, Hugues. Merci beaucoup. Manu, est-ce que tu nous fais une petite bio du joueur, sa vie, son œuvre pour l'instant? Bon, la petite bio concise, c'est donc Dalton Douglas Knecht, né en 2001 dans le Colorado. Donc il a commencé sa carrière universitaire au Colorado dans une JUCO, donc un junior collège, donc le niveau en dessous de la NCAA, le college basketball, où voilà, il joue pendant 2 saisons avant de rejoindre une première division Northern Colorado, où au début il joue pas forcément beaucoup, avant d'exploser sur sa deuxième saison où il passe de 8 points à 20 points de moyenne sur 32 matchs. La saison d'avant, il en jouait 11. Donc voilà, un vrai gap entre ces 2 saisons. Il est joueur de l'année en Biscay avec ces statistiques-là. Et parce qu'il a envie de découvrir les joies du titre et d'une plus grosse fac et d'une plus grosse conférence, il décide de faire un transfert et en profitant de l'année gagnée en plus via le Covid, qui permet aux joueurs de ne pas s'asseoir un an pour un transfert. Donc il va à Tennessee, où instantanément il devient l'option numéro 1 et le leader offensif de l'équipe. Et il carbure du feu de Dieu en ce moment, notamment sur les matchs de conférence, là, où il enchaîne des matchs à 30 points, à 4 sur 6 à 3 points. Donc voilà, c'est un joueur assez fou qui a une belle progression, que ce soit physique, comme l'a dit Hugues, et aussi dans le jeu. Bah, carrément. Donc c'est un super senior et on a l'âge de ce jeune homme? Oui, j'ai dit, c'est un 2001. Donc D'accord. il va avoir 23 ans. Ok. Hugues, tu nous parles de son physique.
Pardon, je t'ai coupé, Manu, dis-moi. J'ai dit si mes calculs sont bons, mais c'est possible qu'ils ne le soient pas, Oh, si, parce que Ça passe. mes capacités mathématiciennes ne sont pas aussi élaborées que c'est le basket. Oui, ouais, 22,8 ans, il a, très exactement. Pas mal. Pas mal. Il aura 23 ans. Hugues, dis-moi. Hugues le physique. Présente-nous son physique, ses mensurations, c'est un athlète. Quand tu m'as dit Hugues le physique, je croyais que tu parlais de moi. Donc j'ai eu très peur de vous décevoir tous, mais Dalton Knecht c'est un peu mieux. 1m98, donc 6 pieds 6. On est sur un 89 kg, un bon 89 kg. Hein. C'est un joueur bien tanké. 5 ans après le lycée, donc effectivement un corps qui est développé, qui est mature, qui est puissant. Ça lui donne quand même ça lui laisse une belle mobilité, notamment dans l'axe panier-panier. Latéralement, c'est pas mal, sans être incroyable. On vous lui donnera une certaine switchabilité sur plusieurs profils au niveau supérieur, mais ça va pas être non plus un mec qu'on va forcément mettre sur les petits. Par contre, verticalement, athlète. On est sur un joueur qui pourrait être volleyeur, notamment avec l'extension des bras, donc un joueur qui va pouvoir être impactant sous le panier des deux côtés du terrain. Je suis d'accord, il porte bien ses 90 kilos et il en fait de très belles choses. Manu, tu nous parles de l'équipe de Tennessee, un petit peu le contexte dans lequel il joue? Yes, donc c'est une équipe qui est pas mal composée de vieux joueurs, j'ai envie de dire des seniors juniors. C'est vraiment la marque de fabrique du programme. Donc c'est un jeu basé sur la défense, notamment. C'est un programme un peu à l'image de Baylor qui fait ses gammes d'abord sur sa défense. C'est très fort défensivement. Et avec petit à petit, se sont adaptés au jeu actuel avec beaucoup de 3 points avec Santiago Vescovi, notamment, ou Zakai Zegler, donc les deux arrières qui artillent comme je sais pas quoi, mais ils artillent comme des fous. Des ouf. Ouais, c'est ça. Et c'est une équipe qui joue vraiment vite aussi. Il y a beaucoup de possession dans leur match. Donc lui, il se fond vraiment bien là-dedans. Il a tout de suite répondu aux attentes et voilà. Je sais pas trop si Hugues veut ajouter des choses. C'est un peu plus plaisant à regarder Tennessee que les années précédentes, parce que Monsieur Rick Barnes, qui est le coach, on avait un jeu très anachronique et c'était très lent et assez ignoble. Et ça tombe bien ce soir parce qu'on parle d'un joueur qui est vieux. Parce que Tennessee, c'est une fac qui a le don, on a parlé d'Oregon dans un épisode précédent, qui a le don pour tuer un peu les jeunes prospects. On pense à Julian Phillips, à Keon Johnson, à Jaden Springer. Donc c'est mieux de sortir vieux. Grant Williams, Admiral Schofield, on a placé Admiral Schofield et ils font Est-ce qu'il y a une anecdote sur ce joueur? Je crois qu'il y en a une qui traîne, ouais. Connaissance, non, c'est ça? Sur son lycée, ouais. Pour nos auditeurs qui viennent d'arriver. Mais Manu, vas-y jusqu'au bout, dis-nous. Ah, vous la connaissez pas? Mais bien sûr que si, moi je veux que tu me la racontes encore une fois, j'adore. Vas-y, dis-nous. On est des spectateurs du début, nous, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc il a la particularité, Admiral Schofield, du coup, a la particularité d'être né dans le même hôpital que Prince William, pardon. Mais non. Mais c'est fou. C'est pas... Première fois que je l'entends celle-là. C'est une anecdote qui nous a incroyable. Et depuis. C'est absolument incroyable. Fantastique. Et donc, le Tennessee, c'est mieux. C'est ça? Ça va mieux cette année. C'est ça. Ok. On enchaîne avec les points forts de ce jeune homme. Hugues, dis-nous quel point fort tu veux mettre en évidence chez Knecht. Écoute, on a dit 3 and D. Je vais commencer par la fin, par le D. Dalton Knecht, c'est un joueur qui est prêt physiquement 5 ans après le lycée, qui défend très fort sur l'homme, un vrai stopper sur les ailiers, qui joue dans un programme cette année Tennessee qui a une réputation défensive avec plein de schémas et plein de rotations. Donc là-dessus, il va pouvoir s'adapter à plusieurs choses en NBA. J'aime plutôt bien la capacité à switcher.
joueur du poste 2, du poste 3, du poste 4. Je pense qu'il a assez de mobilité pour ça. Et puis, il peut, par la puissance dans le bassin, encaisser du choc et bien tenir. Et puis, c'est un joueur, alors, même si les stats sont pas là, on a moins d'une style, moins d'un contre. C'est un joueur qui va vraiment bien dissuader sous le panier. Je trouve qu'il amène bien le porteur de balle au cercle, et une fois qu'il a amené au cercle, en fait, il lui annule toute possibilité d'avoir un lay-up ou un tir. Et donc on a vraiment un défenseur très complet sur l'homme, loin du ballon. On en reparlera un peu avec Manu, c'est un point de développement, mais c'est un mec qui est très focus sur le ballon et qui vient beaucoup dans la rotation, dans le second rideau. Alors ça fait partie de la consigne de Tennessee, de venir fortement aider sous le cercle, mais lui il va beaucoup se diriger là-dessus, et on le voit très souvent faire la bonne rotation et combler toutes les failles dans une défense du Tennessee qui peut parfois aller sur de la trappe de pick and roll. Donc lui il vient sous le panier protéger, et ça se transpose très bien en NBA. Ok, Manu, je crois que tu voulais enchaîner sur la défense. Ouais, moi je suis assez d'accord sur la défense globale on-ball, notamment sur joueur, sur 1 contre 1, où là, il est vraiment, vraiment très, très bon sur plusieurs positions, en plus, comme disait Hugues, de 1 à 3. Voilà, il prend énormément de place sur ses appuis, il est large, et il laisse vraiment pas beaucoup de joueurs passer. Franchement, il est assez fou dans la latéralité aussi. Il suit très, très bien le mouvement de l'attaquant. Et après, c'est vraiment clean. Il saute pas sur les feintes ou quoi que ce soit. Et c'est plus, moi, sur le off-ball, où j'ai beaucoup plus de mal, parce que, justement, comme disait Hugues, il regarde beaucoup trop le ballon, et pour moi, sur ces moments-là. Et du coup, il perd vraiment le contact avec son vis-à-vis, qui est plus ou moins libre de tout faire, notamment de couper derrière son dos sur les backdoors, où il s'est fait prendre pas mal de fois, ou notamment aussi quand il va un peu trop loin sur l'aide, et du coup ça laisse un tir ouvert, et il est pas mal de fois en retard sur ces séquences-là aussi. Donc c'est vraiment un point qu'il va devoir améliorer en NBA, en plus sur le fait que le terrain soit beaucoup plus grand en NBA qu'en college. Donc ça va être un point pour moi à surveiller quand il sera après qu'il soit drafté. Et avec ta longue expérience, ça se corrige, ce genre de Ça défaut? peut, après je l'ai pas trop vu sur Northern Colorado, donc je sais pas trop s'il avait déjà cette faiblesse-là, ce point négatif-là en lui. Mais après, s'il y a des consignes, finalement, lui, il répond que aux consignes, notamment sur les aides défensives. Mais sur le regard, je pense que ça peut se travailler. C'est vraiment une question d'alternance. Il faut vraiment qu'il regarde les deux côtés. C'est vraiment comme on traverse la route, hein, c'est droite-gauche rapidement, mais de temps en temps, Ouais. pour vraiment pouvoir après se repositionner, soit faire un pas en avant, en arrière, à gauche, à droite, pour bien structurer sa défense et pas trop casser les rotations défensives de son équipe. Donc, je pense que ça peut se faire. Après, si c'est un péché mignon, et du coup il est vraiment obsédé par ça, ça peut être compliqué. Mais là, sur le papier, moi je pense que ça peut se travailler. Ouais, C'est mieux ça que le chocolat, hein, pour un athlète NBA. Tu ouais, entends c'est la question. Hugues, garde la parole. Non, c'est Manu, je voulais demander à Manu son point fort, pardon, Hugues. Ton point fort à toi? Pour moi, c'est un point offensif, et c'est le tir. Donc c'est un gars qui a c'est sa troisième saison NCAA au niveau 1, division 1. Et c'est un joueur qui joue à 38% sur ses 3 saisons. Il a 40% cette année sur 5 tentatives. Donc c'est vraiment pour moi son ticket d'entrée en NBA. Et puis il a déjà cette capacité à être létal en sortie d'écran, que ce soit sur remise en jeu, sur des cuts où il remonte. C'est des feintes de démarquage où il reprend sur l'écran. Et j'ai vu un tableau passer l'autre fois sur Twitter, où sur catch and shoot, il a 52% de réussite, ce qui est juste phénoménal. Et c'est vraiment ça sa particularité. Et il y a vraiment une diversité.
qui commence à arriver petit à petit, moi je trouve, sur la saison, sur les matchs que j'ai vus, où il y a du pull-up qui commence à débarquer, notamment en mi-distance et un peu à 3 points. Donc je pense qu'avec le spacing NBA et la défense NBA, c'est quelque chose qui va pouvoir développer parce qu'il est vraiment, vraiment intriguant là-dessus. Hugues, tu veux rajouter quelque chose sur le tir ou le jeu offensif? Sur le tir, déjà, je suis complètement d'accord avec Manu. C'est vrai que t'as un joueur qui tire à la distance NBA, qui tire très vite. Le tir, il part vraiment rapidement, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, comme Manu le dit, réaxé. C'est pas un joueur qui va être que sur de la fin de chaîne. C'est un joueur qu'on va pouvoir faire sortir des écrans dans de la course aussi, pour pouvoir avoir de la polyvalence et pour compléter sur l'attaque. Par sa densité physique, il va pouvoir poser des écrans. Il va pouvoir tirer à 3 points derrière. Il va pouvoir aussi, parce qu'il a un vrai dribble correct, pouvoir attaquer le panier quand il va y avoir des close-out qui vont être un peu trop agressifs. C'est un joueur qui finit bien avec les deux mains, qui a un free throw rate assez important, donc qui peut faire tomber des fautes, et qui a une vraie capacité à accélérer. Alors on va pas lui demander de faire énormément de création sur du pull-up, sur de l'isolation, quoi que ce soit, mais c'est un joueur qui peut changer sa vitesse assez rapidement, notamment en accélérant pour finir au cercle, et comme on l'a dit, bel athlète vertical. Donc c'est un Suyendi, il répond aux critères du Suyendi qu'on a décrit en début d'émission très succinctement, mais il apporte plus offensivement pour pouvoir exister et punir les défenses. Donc j'ai assez peu de doutes sur la réussite de Dalton Knecht au niveau supérieur. Et tu mentionnes sa capacité à accélérer. Moi, j'aime beaucoup sa capacité à freiner, justement sur les pull-ups, où le fait qu'il s'arrête brutalement assez rapide et monte assez vite, l'enchaînement est assez rapide. Bah, du coup, ça l'aide aussi là-dessus, sur ces pull-ups. J'aime beaucoup moi cette capacité. On n'en parle pas souvent, c'est pas quelque chose qu'on regarde peut-être aussi ou qu'on se dit ouais bon ok. Sauf que il est plus difficile de freiner que d'accélérer. Donc c'est vraiment une capacité importante, notamment sur quand le défenseur est proche. Si tu t'arrêtes rapidement, il a tendance à partir et du coup ça te crée de l'espace et le tir est beaucoup plus simple. Et j'ai retrouvé les stats, c'est en sortie d'écran il a 52% et en catch and shoot il a 42%. Donc ils sont juste des chiffres assez incroyables. Son chiffre le plus bas sur les 3 points, c'est dans les corners. Donc où la distance est la plus proche, où il a 35%. C'est très étonnant. Et bien sur le chiffre, tiens vite fait, parce qu'on est dans les maths là, on est à plus de 40% sur les pull-ups à mi-distance. Donc un vrai bon chiffre, donc un joueur qui est vraiment efficace partout au niveau collégial. Avec 83% au lancer franc, ça fait une belle ligne de stats au niveau des pourcentages. Vous nous avez décrit quand même un joueur qui est un athlète, on entend qu'il a de la verticalité, qu'il arrive à s'arrêter très vite. C'est vraiment des qualités qui s'arrête très vite. Je sais pas si ça veut dire grand-chose, qui a une capacité à freiner qui est forte. Ça décrit quand même un joueur qui est physiquement très mature et fort en fait, de façon générale. Ouais, moi je suis pas forcément d'accord sur la verticalité. Je trouve qu'il peut mieux faire. Il a tendance des fois à à pas y aller au bout de la chose et monter au contre. Sur les matchs moi que j'ai observé, je trouve que des fois il peut vraiment y aller et scotcher parce que comme disait Hugues, il a une verticalité qui est naturellement très très bonne. On le voit sur des putbacks notamment où il est souvent présent et souvent il score. Donc moi sur cette capacité là d'aller au contre, de continuer sa bonne défense, je suis un peu déçu. Mais c'est pareil, est-ce que c'est une peur ou un péché mignon de ne pas vouloir recontrer et d'aller chercher l'interception? Il est très bon sur les interceptions. Je sais pas, mais c'est un petit hic que j'ai sur ce truc, sur sa défense. 1,7 passes. Est-ce qu'on parle de la création pour autrui? On a parlé de sa création pour ses shoots, son scoring. Hugues, Ben, son premier rôle, c'est pas trop ça. C'est plus un finisseur d'action, puisque la balle, même si ça tourne, on a Santiago Vescovi
qui est là depuis 10 000 ans. D'ailleurs, faut que ça s'arrête. Hein. J'en peux plus. J'ai vu toutes ces coupes de cheveux. Franchement, je l'ai vu. J'étais encore en appartement. Maintenant, je suis père de famille, tu vois. Donc, faut que Santiago Vescovi il parte. J'en peux plus. Mais bref, c'est un autre C'est sujet. leur fait réaliser ça, oui. Bah, je pense que Santiago Vescovi il jouera encore à la fac quand j'aurai ma retraite. Hein. On en reparle dans 5 ans. Mais bon, c'est un autre débat. C'est pas trop ce qu'on va lui demander Dalton Knecht, pardon, je dis pas aussi bien que toi. Connect, ouais. Je trouve qu'il fait des bons choix, il fait de la bonne lecture, la balle elle colle pas dans ses mains, quand il s'est bloqué, et ben il la retransmet bien. J'ai pas de problème avec ça. J'attends pas au niveau supérieur un créateur. Moi je vois vraiment un finisseur d'action dans un rôle pour dans la comparaison et ça me saoule parce que c'est un rouquin blanc et je vais comparer avec un blanc, mais Christian Brown qui est un peu l'exemple qu'on a sorti pas mal ces derniers temps dans cette projection là. La passe c'est du bonus. Je pense juste pas que la balle elle va coller, donc ça c'est un bon point, mais je vais pas lui demander d'initier du jeu. Manu, tu voulais rajouter quelque chose sur ce côté de création pour autrui ou Ouais, pour moi, on elle n'existe enchaîne? pas dans son jeu. Elle n'existe pas, mais il y a vraiment des flashs intéressants, notamment sur les high-low, où des fois il a le bon coup d'œil et la passe tout de suite. Donc après, il n'est pas forcément aidé aussi dans ses chiffres par ses coéquipiers qui des fois envoient des belles briques, que ce soit à 2 cm du panier ou à 6,50 m. Donc c'est pas dans les chiffres ça peut pêcher, mais pour moi c'est un truc si peu, c'est difficile parce que la passe c'est quand même un truc assez naturel. Si on la fait pas, il va pas l'avoir. Donc ça me titille un peu. C'est ce que j'ai mis parce que d'ailleurs j'ai écrit, t'en parlais au tout début. Ouais. J'en profite pour faire la pub sur les scouting reports. Je l'ai écrit sur lui et c'est l'un des points faibles que j'ai mis, c'est la création pour les autres. Oui, tout à Ça va fait. devenir peut-être excuse-moi, ça va peut-être devenir un problème si son jeu évolue assez pour être assez bon. Sur des choses qu'il maîtrise bien, c'est le poste bas sur des petits, on en a pas encore trop parlé. Je pense pas qu'on lui demandera trop de le faire, mais si voilà le joueur a un contexte idéal et qu'il devient vraiment la meilleure version de lui-même, peut-être qu'il va avoir ce genre de situation là. Il va poser des écrans, il peut ensuite flasher au poste bas et bien enroulé, il est puissant, il a du move au poste, il a des bons fondamentaux au niveau des pieds, il est capable d'enrouler des deux côtés. Et à ce moment-là, peut-être, sur ces genres de mismatch-là, s'il y a une prise à deux qui arrive rapidement, il faudra savoir passer. Mais là, on est vraiment dans le scénario plus qu'optimal, parce que le jeu poste bas, pour les ailiers, si t'es pas Kawhi Leonard, si t'es pas Jimmy Butler, tu ne l'as pas au niveau supérieur. Donc on a commencé à parler des axes de développement. Donc est-ce que vous voyez d'autres choses qui devraient développer, qui seraient importants qu'ils développent pour jouer au niveau supérieur? Bah pas tant que ça. En fait, juste renforce les spécialités. Mets tes tirs défensivement. Si t'es capable de tenir le meilleur joueur en face, bah, ce sera déjà très très bien et de moins mordre loin du ballon, d'être plus concentré et ensuite juste utiliser sa puissance physique. Toujours continuer de renforcer ce corps et ça peut être un côté parfois un peu frustrant près du cercle quand tu es à 59% d'efficacité avec 5 ans, de mieux finir sur ces actions-là et d'éclater la balle dans le cercle plutôt que tenter un lay-up un peu désaxé. Manu? Ouais, je vais rebondir parce que c'est exactement ça, moi, mon point faible chez lui. Enfin, dans les choses à travailler, c'est assez paradoxal parce que près du cercle, il finit vraiment plutôt bien. Les stats sont plutôt intéressantes. Il a quasiment 50%, je crois, de finition près du cercle. Et pourtant, sur les matchs, je trouve que des fois, il a vraiment du mal à terminer. Il se sert pas de ses bras, il n'arrive pas à battre trop souvent les défenseurs, que ce soit en l'air ou au sol. Et du coup, c'est quasiment que des lay-ups contestés. Et il a beaucoup de flotteurs aussi. Donc, ce qui est assez paradoxal parce que physiquement, il domine les autres. Il est plus large, il est plus grand, il est plus rapide que les autres. Et en fait, sur des matchs, tu le vois vraiment en galère pour finir en l'air. Je trouve ça assez paradoxal parce que encore une fois, il finit quasiment à 50% au cercle, près du cercle. Donc c'est vraiment pour moi un point qui va devoir travailler, c'est vraiment cet évitement là du défenseur entre lui et le panier
pour avoir des situations un peu plus simples dans la finition. Et il y a un autre truc, ça va plus ou moins avec, c'est sur son premier pas. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment moyen et ça lui permet pas justement de gagner ce duel et gagner cet espace-là pour finir. Et là, globalement, c'est sa création au tir. Moi, je trouve qu'il crée pas assez pour lui, que ce soit justement sur ce premier pas, finition au panier, mais aussi mi-distance 3 points, où je trouve encore qu'il y a trop de sorties d'écran catch and shoot. Donc j'en ai parlé un peu au début, je trouve qu'il y a des flashs, notamment sur cette capacité à s'arrêter et à pull-up. Mais pour moi, il peut encore devenir meilleur en fait dans ce qu'il fait déjà. Donc vous décrivez un rôle NBA qui peut aller du 3&D à un peu plus, c'est ça? Ça Ouais. peut, mais le beaucoup plus, faut qu'il soit vraiment dans le bon contexte. Je suis d'accord. Ça va pas être une option numéro 1 dans une équipe des bas-fonds, en fait. Je trouve que c'est un peu à l'image d'un Tyrese Haliburton. On sait qu'il a le talent, mais en fait, je le vois mal être une option numéro 1 d'une équipe. Pour moi, c'est une option 2 ou 3. C'est un lieutenant parfait, ce gars-là. Ce qui est beaucoup, 2 ou 3, c'est quand même. Ouais, moi je l'ai un peu moins haut que ça. Pour moi, c'est le role player parfait, mais que tu vas payer 15 millions, 16 millions, mais qui est nécessaire, qui va Ouais, mais compléter. ta comparaison avec Christian Brown, moi, j'aime beaucoup. Que ce soit dans Ouais, le rôle, que ce soit dans le jeu. Et bon, lui, il est dans un contexte parfait. clairement, ouais. Clairement. Est-ce que tu mets Christian Brown, je sais pas, aux Suns, par exemple, ou, ou aux Blazers? Tu vois, je sais pas s'il a autant d'impact que ça. Oui, oui, Et encore une fois, le contexte, c'est vraiment très, très, très important. On le voit actuellement avec un joueur comme Malik Monk, qui est au fond du seau aux Hornets, et qui revit complètement aux Kings, alors qu'il a pas changé son jeu, hein, en soi. c'est des joueurs pour lesquels plus il y a de mouvement, mieux c'est. Hmm. Donc, si t'as un système de jeu où tu vas attendre sans bouger que la star, en gros, fasse son ISO et qu'elle kick à la fin, ça va pas trop lui plaire. Si t'as un système de jeu comme ce que tu dis, les Kings, les Nuggets, c'est le top du top, mais ce genre de jeu-là où le ballon bouge beaucoup avec beaucoup de systèmes et de renversements, ce que font les Timberwolves aussi, ça va favoriser clairement le jeu d'un Dalton Kinect. L'avantage qu'il va avoir, on va glisser là-dessus, je pense au fur et à mesure, c'est que il va sûrement être pris dans une équipe, à une position où il y aura une équipe déjà assez compétitive, et donc ça lui permettra d'avoir normalement un fond de jeu plus élaboré qu'une équipe du fond de tableau. Tu glisses la transition, Hugues. Euh, je pense qu'on a fait le tour du rôle qu'il pourrait avoir et des comparaisons, des quelques comparaisons qu'on pourrait faire euh, au niveau de la position de draft alors que tu viens d'évoquer. Vous le situez où? Je l'avais 30 sur mon premier board. Et là, j'en ai refait un second où je l'ai mis 15e. Donc je pense qu'il va aller. Donc, Moi, je pense qu'il va être loterie, fin de loterie. Moi, je vais l'avoir un peu plus bas. En fait, je vais avoir ce tiers de joueurs Sui ND ailier d'expérience, et devant lui, pour le moment, j'ai Kevin McCullough de Kansas, qui je trouve qui a globalement les mêmes points forts, mais en mieux pour moi, notamment défensivement et dans la passe. Et je suis encore à la réflexion avec un joueur comme Tremont Mark, ancien d'Houston, actuellement Arkansas, pour voir qui je passe devant, mais on va être sur du fin de premier tour 20-30. Maintenant, s'il est pris en 10, 11, 12, 13, 14, 15, enfin, peu importe, je sais que ça va réussir. C'est juste que je sais pas à quel point une équipe va l'acheter haut. Mais je sais que ça va marcher. Bah, les Américains aiment bien les chiffres et ils performent comme un fou. Donc moi, je le vois bien monter malgré son âge. Est-ce que tu penses que genre le truc idéal qui puisse lui arriver, parce qu'on va faire un big up à Alan et que tu demandais des comparaisons, c'est un Jalen Williams qui en début d'année était fin de premier tour, ou pas du tout considéré, qui remonte quasi loterie et finalement qui rajoute une papade gauche, un dribble main gauche, alors qu'il avait que la main droite avant, et qui est pris genre fin de loterie, qui aurait même été pris top 8, top 7 si on avait vu tout ce qu'il montre maintenant. Hmm.
Difficile. Moi, dans les équipes nulles, là, je le vois parfaitement à Toronto. Ah, ce serait parfait, hein. T'as Scotty Barnes qui est héliocentrique et lui qui met du shoot avec des Jakob Poeltl qui ont des bons écrans loin du ballon. Il pourrait faire ce que OG Anunoby faisait, peut-être en un peu moins bien, parce que OG Anunoby c'est un sacré client, mais en étant Ouais. complémentaire. Défensivement, c'était juste une autre planète. Mais ce que peut faire peut-être un Graledic aussi, qui est justement à Toronto. Mais je pense que là, sur les équipes, bon, on n'a pas encore l'ordre, mais dans ce tiers-là des équipes mauvaises, entre guillemets, c'est le contexte parfait, je pense que c'est Toronto. Moi, j'aimerais bien un Memphis. Ouais, aussi. Memphis qui fait pas une belle année, qui va chercher peut-être un joueur d'expérience, ou bien je regardais là Atlanta, qui orphelin de quelques joueurs à Atlanta, ça pourrait être sympa aussi. Il y a des équipes qui vont pouvoir, si ça en reste là et que l'ordre est définitif plus ou moins, t'as beaucoup d'équipes qui ont 2 pics. T'as Portland qui peut en avoir 2 dans le top 15, Toronto peut en avoir 2 dans le top 15, OKC peut en avoir 2 dans le top 15. Ça, c'est fou. Donc, tu vois, c'est des équipes où tu peux dire, vas-y, 15-16, on s'en fout, on tente. C'est clair, mais de toute façon, ça va être un joueur, tu vois, qui, par rapport à d'autres garçons dont on a parlé, ou on parlera toute l'année, il peut jouer en playoff. Et alors peut-être 10 minutes, hein, mais des rookies qui peuvent jouer en playoff, il y en a pas énormément. Et lui, il est dans ce moule-là. Donc c'est pour ça que moi, c'est vraiment à la lutte avec Kevin McCullar et Tremont Mark dans le style, quoi. C'est ça. Et il y a ce qu'on disait là plus ou moins sur le rôle ou position de draft, fit âge, fit jeu. Là, il me rappelle, je sais plus son nom, mais toi tu vas le savoir. C'est l'ancien de Baylor, le meneur qui est au Kings. Jared Butler ou Davion Mitchell. Daniel Mitchell. Ouais. Je trouve que c'est typiquement ce joueur-là, tu vois, qui est prêt maintenant, qui va pouvoir défendre sur meilleur joueur. Et offensivement, tu sais déjà ce qu'il va faire, enfin ce qu'il va pouvoir t'apporter. C'est du gagnant-gagnant. Ouais. Et puis en plus, on en parle toute l'année, c'est une draft où il n'y a pas énormément de gros talents, donc on va peut-être plus drafter au fit, ce qui est pas forcément une mauvaise chose non plus. Hein. C'est possible. Et puis on a vu quand même dans les dernières années que la NBA, en NBA, on voyait que les joueurs qui arrivaient avec 3-4 ans d'expérience, ils pouvaient jouer tout de suite, ils se développaient parfois mieux que des jeunes talents. On a parlé Jalen Williams, on a parlé dans un autre podcast de Chris Duarte qui peut jouer, Obi Toppin a pu jouer, Louis Hachimura a pu jouer. Donc drafter des vieux, ça peut revenir un peu à la mode et c'est moins choquant de drafter des vieux, je pense, surtout cette année entre 10 et 25 qu'il y a 4-5 ans. Ouais, puis il y a des joueurs, pas des modèles, mais des situations qui font que ça aide justement. Je pense que les équipes ont moins peur. On en revient à Christian Brown. C'est l'un des rookies l'année dernière qui a le plus joué en playoff. Certes, encore une fois, contexte idéal, plus, mais il a apporté dans une équipe qui est championne. Ouais. Et des équipes, des joueurs comme ça, il y en a eu pas mal sur les playoffs, j'ai plus trop les noms. Keegan Murray, typiquement, ouais, qui est pris en 4e position et ça joue tout de suite. Et on se disait, gros Rich et tout, 4e position, il l'est, on va pas se en cacher quand même. Oui, clairement, je suis toujours d'accord avec ça et j'assume très bien que pour moi ça restait trop Keegan Murray, que j'aurais pris d'autres mecs devant lui, même du même âge, mais ça montre que ça peut marcher, que tu t'es pas honteux à prendre un junior senior, super senior entre 10, en tout cas en l'autre épique. Il y a vraiment des joueurs qui montrent que ça peut le faire, donc je trouve que c'est bien aussi de se dire ils peuvent nous servir, tu vois, pas forcément aller chercher du freshman sophomore parce qu'on vise potentiel à 100%. Messieurs, il va falloir qu'on conclue. Je pense qu'on a bien fait le tour. On passe un petit coucou à Pierre, qui va sûrement reprendre les rênes des Five Stars bientôt. À très bientôt tout le monde. Salut Manu, salut Hugues. Des bisous. Salut.